Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, épisode 101. Et oui, ça y est, on dépasse la barre des 100 officiellement aujourd'hui et on a pas mal de choses à voir ensemble. Petit épisode bien condensé, bien maffé, bien tiède. Et c'est un plaisir et un honneur comme d'habitude de pouvoir lire vos réactions, lire vos messages partout sur les réseaux. Ce que vous m'envoyez aussi sur contact@razi.fr. Et d'ailleurs j'ai un certain Jérôme qui m'a envoyé un petit message, je vais vous le lire. Juste avant, je voulais vous dire que moi ça va. Pour celles et ceux qui souhaiteraient me voir sur scène dans la pièce Passeport, sachez que je vais retourner sur scène. Bon, alors à Paris ce sera en décembre, pardon. Le mec donne que des fausses infos depuis tout à l'heure. Alors en décembre, je vais jouer à Paris. Pour celles et ceux qui sont à Paris, et ce sera mes dernières, hein, du 9 décembre au 21 décembre. Voilà. Ça, ce sera au Théâtre de la Renaissance. Si vous voulez me voir dans Passeport, votre gars sûr, en chair et en chair, vous pourrez me voir à ce moment-là. Mais sinon, je serai un peu partout avant ça. Le 5 décembre à Angers, le 4 décembre à Fontenay-le-Comte. J'ai quoi d'autre comme date? Je serai à Talent dans le 21, le 25 novembre. Au Luxembourg, le 21 novembre. À Neumünster, c'est au Luxembourg aussi. Le 19 novembre, j'ai du Salon, j'ai du Pouli, ça c'est en Suisse, du Uccle du 7 au 9 novembre, ça c'est en Belgique, pour mes cracks de Belgique. J'ai du Bruges le 17, du Draguignan et le 14 octobre. Et voilà, Radiant Bellevue, ça c'est du côté de la région lyonnaise. Et la première date de reprise de Passeport pour moi en tournée, ce sera à Conflans-Sainte-Honorine. Donc ça c'est en banlieue parisienne, voilà. Pour celles et ceux qui étaient trop pressés, ce sera le 26 septembre. Et à côté, je travaille sur un projet, je vous en ai pas parlé, et ça me fait plaisir de vous raconter un peu ce qui se passe artistiquement parlant. Moi, j'ai toujours mon projet de comédie musicale, en ce moment je suis à fond, j'écris tous les jours. Je suis à fond de malade, j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer ce projet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un truc sur lequel j'ai été pris, et franchement, je suis trop content de pouvoir vous le partager. J'ai eu la chance d'être choisi par les Talents Adami. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un événement qui a lieu pendant le Festival de Cannes chaque année où 4 comédiens ou comédiennes sont choisis pour réaliser leur premier court-métrage. Et j'ai été choisi pour les Talents Adami Cannes 2026. Donc votre Cracks préféré, le Cracks Master, sera sur le tapis rouge de Cannes pour présenter son premier court-métrage. J'ose espérer pouvoir faire une projection un peu partout. D'ailleurs, le film, s'il est pas trop mal, il sera un peu diffusé dans tous les festoches de court-métrage, donc on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer, peu importe où vous êtes, hein, je vous donnerai les dates et tout. Première expérience pour moi en mode Spike Lee, vous connaissez votre gars, j'ai essayé de faire un truc aussi où ça raconte quelque chose, où il y a un peu de fond. Je vous dis ça parce que c'est vrai que sur Snapchat, hein, The Kevin Razi sur Snapchat, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on a dépassé les 14 000, je regardais, en mai on était 5 000, donc c'est un truc de ouf en vrai comment ça monte. Et en fait, en gros, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent mais t'as pas peur d'être boycotté avec tes prises de position, machin, et tout. Mais encore une fois, je pense que parce que je dis des choses, parce que déjà il y a le CKR, il y a toute la commune qui se crée autour, etc. Et on a que des extraits qui tournent et qui sont plutôt solides, même s'il y en a un qui a été beaucoup débunké. Il y a les apostats qui sont sur mon cul, mais bon, là, qu'ils aillent se faire foutre, on s'en fout. On a le truc sur Marcher sur la Lune où Hamza expliquait que légitimement, il avait des doutes, mais bon, ils ont décidé d'en faire un truc complotiste. Mais globalement, en fait, on est carré comme en Corée dans tout ce qu'on dit, etc. C'est que des faits. Moi, je suis pas là en train de vous balancer des trucs sortis de mon huc, comme les gens de l'extrême droite. Et voilà, moi, si j'ai bien un truc, et merci Andrea, je suis très procédurier, c'est que je fais ultra attention à ne pas faire de diffamation ou d'inventer des choses, de dire, d'affirmer des faits dont je n'ai pas les preuves. Et c'est pour ça que je fais exprès de prendre des extraits de médias existants. Donc on a du CNews, du BFM, du LCI, voilà. Je fais exprès pour que vraiment on puisse se dire, et parfois on analyse comment ils ont traité l'info, on compare et tout. Mais en gros, voilà, je pense que c'est ça qui fait que tu peux être, comme certains,
en totale confrontation d'idées avec les miennes. Mais dans les faits, tu peux pas me coller de procès au cul parce que tout ce que je dis, c'est factuel. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, hein, j'ai pas eu de... Enfin, tu me diras, je vais dire Blanche Gardin, c'était factuel. Enfin, elle faisait un sketch, c'est factuel, mais bon, évidemment... parfois il y en a qui se font prendre en grippe plus que d'autres. Peut-être que aussi c'est un symbole de que en fait personne m'écoute aussi, hein. T'imagines la tristesse. En fait moi je peux dire ce que je veux, personne me calcule. Mais quoi qu'il en soit, ma carrière d'artiste continue. Je continue, j'ai l'approbation et le soutien de toutes les personnes avec qui je travaille. Donc tout va bien et on lâche rien et on continue parce que moi comme je vous l'ai déjà dit, hein, les streams c'est la passion, mais mon kiff ultime c'est d'être sur scène, c'est d'écrire des histoires, c'est de raconter des histoires, voilà. Et ça, c'est le plus important. Et j'ai hâte pour vous retrouver. C'est pour ça que j'ai hâte de faire des trucs en live pour vous retrouver en vrai, tu vois. Parce que ça, c'est mon cœur de métier. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, les Ondar, les Jamel Comedy Club et compagnie, bah voilà, moi, mon essence, c'est ça. C'est la scène, c'est raconter des histoires. Ou même sur Canal à l'époque, quand j'avais mon late show. Dans la satire, c'est d'essayer d'expliquer des choses, de vulgariser. Voilà, j'ai fini mon petit laïus d'entrée. On va passer aux réactions. Alors, d'abord, dans un premier temps, c'était trop drôle, il y a des cracks. Un cracks en particulier qui se reconnaîtra peut-être parce que je sais qu'il écoute. Il a... Coucou, t'as pas beaucoup de son si je me réfère aux autres streamers. Attends, peut-être que j'avais pas mis assez le micro proche de ma bouche. Alors, on est comment là? On est comment? Est-ce que là... Normalement, je crois qu'on m'entend là. Parce que même moi là, je m'entends mieux dans les retours. Mais t'as raison de le souligner. Normalement là ça va. Ouais, c'est mieux là. Ouais, bah ouais, désolé, j'ai merdé. Désolé, j'ai merdé. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai merdé. Pardon. Et j'aimerais m'excuser, t'imagines tout le mec, le drama King. Normalement là c'est bon. Hop. Bonjour le streamer, bonjour le chat, salut à toi. Tac. On va enchaîner. Donc, comme je vous le disais, il y a des cracks qui sont venus voir Gaël, c'est trop drôle. Notamment un qui est venu voir ma chérie Gaël et qui l'a reconnu. Et alors, c'est drôle parce que il l'a reconnu, mais il n'arrivait pas à savoir d'où au début. Et en fait, ce crack, il se retrouve en tout cas, le message est passé. Merci pour le soutien, pour la force, que ce soit sur les épisodes de CKR ou sur Twitch ou sur Snapchat. Merci parce que le gars me suit partout. Et pourquoi je l'ai noté, ce petit pote, ce petit cracks? Parce qu'apparemment, il est en train de faire une espèce de kung-fu, d'un truc en plein air, parc de la Villette, une espèce de kung-fu sur de la musique hip-hop. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de cracks qui fassent du kung-fu sur du hip-hop. Donc j'ose espérer que le principal concerné se reconnaît parce que j'avoue que là c'est quand même particulier. Voilà, le cracks kung-fu hip-hop. Je pense pas qu'il y en ait 1200. Donc si tu te reconnais, merci en tout cas pour la force. J'ai un autre message que j'ai reçu sur le mail contact@razi.fr. Parce que en fait, on peut m'envoyer des mails pour me laisser des messages. Et là, il a réagi à un épisode. Il me dit, le Jérôme, salut Kevin, je regarde le dernier CKR et je voulais revenir sur le témoignage d'un cracks qui se trouve au Liban. J'y suis moi aussi et je confirme ce qu'il a dit. Il y a des bombardements plus ou moins ciblés quasiment tous les jours. J'ai vu les stigmates de la guerre sur Beyrouth Sud et Baalbek et ce n'est pas joli. Ma femme est originaire de Baalbek, j'ai discuté avec ses tantes, dont certaines ont subi des dégâts et une a même eu sa maison complètement détruite avec elle et sa famille à l'intérieur. Tous m'ont décrit les mêmes scènes de terreur. Les informations très précises de Tsahal, capables de localiser leur cible à la maison près, même quand celle-ci s'est réfugiée chez un voisin. D'après eux, toutes les applications de communication WhatsApp, Telegram et les smartphones en général sont sur écoute ou tout du moins accessibles par les services de l'État voisin. Ils m'ont aussi parlé de drones se déplaçant dans les villages et les maisons capables d'échanger avec les civils en arabe pour les prévenir d'une attaque 2 minutes à l'avance. T'as intérêt à courir comme Usain Bolt, quoi. Ou obtenir des informations. Bref, même si les Libanais ont encore l'impression d'avoir une relation particulière avec la France, je déplore le silence total de nos médias sur ces violations d'espace aérien ou du territoire d'États souverains comme le Liban. Voilà ce que je voulais te dire. S'il te plaît, continue, ne lâche rien. Les gens comme toi qui sont dans le vrai et surtout du bon côté de l'histoire sont de plus en plus rares. On est avec toi. Prends soin de toi. Au plaisir de te rencontrer, Jérôme.
Merci pour ton message, Jérôme, qui me va droit au cœur. Pour ce beau mail de qualité que tu m'as lu. Et c'est vraiment, 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 vraiment important de pouvoir faire entendre les voix de toutes celles et ceux qui écoutent CKR. Donc voilà, le message est passé. On va lire maintenant. Mais en tout cas, merci Jérôme. Ça me fait trop plaisir. Et vas-y, hein, tu connais, on est ensemble, on va pas lâcher. On va lire les réactions aussi sur le dernier épisode. Il y a eu pas mal de messages. C'était le 100e. Ingrid Labo qui dit: je suis trop fier de pouvoir dire que j'ai vu les 100 premiers CKR. Go pour les 100 prochains et plus encore. Merci beaucoup Ingrid, ça fait trop plaisir. Abiotique Samazu qui dit: félicitations pour la 100e, bravo et respect pour ton taf et toutes les prises de risque depuis le premier CKR. Merci frangin, on est ensemble. Et c'est parce que vous donnez que je peux vous renvoyer l'ascenseur. Il y a le bordélique. Trop net l'émission comme d'hab, déjà 100. J'ai déjà regardé d'autres podcasts de gauche, mais n'est pas humoriste qui veut. Longue vie à CKR. Ah, tu fais plaisir et force à tous les podcasts qui essayent d'émerger hein, dans cette jungle du podcast. Manuel Pedrosa qui dit: drôle de société où on tolère par risque de propagation la haine des chanteurs qui appellent à brûler un pays, mais où on interdit dans le même temps les chanteurs qui appellent à la paix ou à la fin de conflits. Donc être pour la paix, c'est propager la haine et appeler à brûler tout un pays, une action dans les normes. C'est pas la vie qui est dure, c'est juste quelques êtres humains qui la rendent insupportable. On est totalement d'accord. Et ADN qui dit: beaucoup de news dont je n'avais pas entendu parler, merci, épisode qui régale Kevin. Eh bien ça fait plaisir d'avoir tous vos retours et 100 épisodes, on va essayer d'être là encore dans 100 épisodes et ainsi de suite. Si vous voulez soutenir, il y a le lien du Tipeee, comme vous le savez, vous pouvez donner de la force. Il y a aussi Twitch, si vous voulez donner des subs ou prendre des subs, allez-y, ça donne de la force. Et évidemment, voilà, plus il y a de la force, plus il y a de l'espoir, plus on peut faire de grandes choses et tenir surtout, et passer entre les mailles du filet de l'étau qu'ils sont en train d'essayer de créer dans l'espace public et médiatique surtout, où d'un coup toutes les voix sont... toutes les voix qui dénotent, qui sont un peu dissonantes, sont naturellement strikées. Ben non, nous, on a décidé de ne pas choisir cette voie. Et on est ensemble. On passe au mezze, les petites news à partager entre amis, en famille. Et là, c'est Jean-Marie Bigard, l'humoriste. Ah non, Jean-Marie Bigard, je l'ai connu vite fait à l'époque, quand j'étais dans On ne demande qu'à en rire, c'était le jury. Et ben, il avait déjà beaucoup parlé. C'était... Ah, attends, il y a Gaël qui m'envoie un message. Pardon. Par rapport à la personne qui faisait du kung-fu, c'est du kung-fu sur l'afro, voilà. Mais voilà, en tout cas, il a beaucoup donné de force, comme je disais, il a complimenté, bah, ça fait plaisir. Mais voilà, kung-fu afro, tu te reconnaîtras. Ouais, donc je disais, Jean-Marie Bigard, que j'ai connu à l'époque d'On ne demande qu'à en rire, il était dans le jury, je me rappellerai toujours, j'avais fait un sketch, je crois que c'était... sur le Femen ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, pas sur le Femen, en vrai, c'était un sketch sur je sais plus quoi, et à un moment, je parle des Femen. Et puis, t'as Isabelle Mergo qui me dit oui, mais quand même, moi, je pense que c'est important que ce mouvement puisse faire ce qu'il fait, etc. Donc, je trouve ça pas bien de le dénigrer et tout. Alors, je sais plus ce que c'était. Tu sais, c'était en 2012, tu vois. 2012-2013. Donc, tu vois, c'était un bon moment. Tu connais, j'étais pas aussi déconstruit que maintenant sur certains sujets, et la vanne avait été très mal perçue par Isabelle Mergo. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ça se trouve, elle était nulle, tu vois, ça devait être, pourquoi tu montes terrain, ce machin, tu vois. Et bref, et lui, qui était là, Jean-Marie Bigard, je me rappellerai toujours, il est intervenu quand Mergo m'a dit ça, parce que tu sais, à la fin, t'étais noté par les jurés, et donc, elle me dit, bah voilà, moi, je l'ai pas aimé, maintenant. Et là, t'as Jean-Marie Bigard, en bon Bigard qu'il est, qui dit non mais attendez, oh, ça va, il a le droit de faire une vanne sur les Femen. Je suis désolé, mais nous les mecs, quand on a un problème, on monte pas notre bite. Et vraiment, je me suis dit putain, fallait que il a tenu une phrase avant de retomber sur bite, quoi. Vraiment, Jean-Marie Bigard, quoi. Et là. Il a pris la parole par rapport à Benjamin Netanyahou, déconstruit grâce à Bigard, donc ouais,
Je crois que c'est la première fois que quelqu'un peut dire ça. Bah non, c'était pas grâce à lui, mais en tout cas, sa phrase m'avait marqué. Oh si, peut-être. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit, putain, si Bigard me défend, peut-être que je dois réfléchir un peu là. Et donc, il a dit, il invite Benjamin Netanyahou à aller se faire enculer. Il a dit, t'es un enculé, tu fais mourir des enfants de faim, sale con, tu es un criminel, tu devrais disparaître. Qui aurait cru qu'un jour, on se serait satisfait de voir l'humanité défendue par Jean-Marie Bigard? Parce qu'on se souvient qu'après le 11 septembre, hop, il s'était un peu chié dessus quand il a vu que il allait se faire boycott. Est-ce que là, on lui réserve le même sort? On va regarder la vidéo, vous allez voir. Hop. Ah. Et deuxième message qui s'adresse directement à Benjamin Netanyahou. Pardon. De toute façon, c'est un enculé, donc on s'en branle. J'ai envie de lui dire, mais il faudrait que tu disparaisses si tu veux vraiment rendre service à ton pays. Ouais, le son il est bas là. Je sais pas pourquoi. Parce que même dans mon casque il est bas. Écoute ma foi. Et ben on va passer cette vidéo. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que j'ai la flemme de chercher un truc qui soit plus fort. Putain, et je crois que toutes les vidéos que j'ai, elles sont dans le même bail. Bref, en gros, voilà quoi. Il a dit tu fais mourir des enfants de faim, sale con, t'es un criminel, tu devrais disparaître. Voilà, le gars a dit ce que beaucoup de gens pensent, ma foi. Voilà, hein, ok, merci. Mais il y a eu des commentaires évidemment. One Day Fox, il dit la raison en même temps, ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Ça aurait été un autre pays qui assassine, voire génocide tout un peuple. Ce serait le même discours, il dénoncerait et accuserait. Gutsi Saul qui dit tous les fachos qu'il aimait bien parce qu'il était sympa avec eux, qui maintenant qu'il dit le génocide c'est pas bien, se mettent à le traiter d'antisémite, la situation ne manque pas de sel. Ouais, je te jure, ouais. Et Assamti qui dit bravo, il faut que les artistes, les politiques, les intellectuels du monde entier prennent la parole pour dénoncer Netanyahou, ce criminel, ce génocidaire, ce tueur d'enfants recherché par la CPI, pour rendre des comptes à la communauté internationale. Et oui, on espère bientôt que la Cuenta tombera, chacal. Parce que le mec a un peu trop pris ses aises dans ce monde qui a été façonné pour lui, j'ai l'impression. Il y a un moment où tu as envie de dire calme-toi, parce que tôt ou tard, on te rattrapera. Et c'est la même chose, pour enchaîner avec la deuxième news, que je pourrais dire concernant Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui n'en est pas à sa première saillie concernant les musulmans. Hein. Je vous rappelle le fameux hit « Abat le voile », bien sûr, hein, qui nous avait offert, hein, et sans être inquiété. Sans être inquiété. C'est ça en fait qui est assez fascinant de voir comment lui, il peut se permettre beaucoup trop de choses, ma foi. Beaucoup trop de choses. Et d'ailleurs, avant de vous expliquer c'est quoi la news sur Retailleau, je voulais juste vous dire que la vidéo dont je parlais dans l'épisode 100 du rabbin qui dit aux Français et à Macron de préparer leur cercueil, elle a tellement tourné, Dieu merci, que Retailleau a dû réagir. Et il a réagi, frère, c'était un truc de ouf. Hein. J'ai jamais vu une réaction aussi gentille de la part de Retailleau. Lui qui nous avait habitués à chaque fois à vraiment du très lourd. Hein, tu vois, il nous avait habitués, tu sais, à vraiment à pointer du doigt, à taper du poing et tout et tout. Et ben là, je vais vous montrer comment il a réagi. Le gars a dit dans une vidéo circulant sur internet, Daniel David Cohen a tenu des propos totalement inacceptables. Il a proféré plusieurs menaces abjectes, notamment à l'encontre du président de la République. J'ai immédiatement saisi la plateforme Pharos afin de bloquer leur diffusion. J'ai également signalé ces propos à la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Voilà. C'est-à-dire que, je vous rappelle que le gars là, qui avait allumé sa clope sur la flamme du soldat inconnu, Retailleau, il a été sans équivoque. Hein. Ça songeait à lui retirer sa carte son titre de séjour. D'ailleurs, le mec, on en avait parlé, hein, l'épisode, j'ai vu, hein,
les gens n'ont pas trop aimé hein, le take que j'ai pris sur le soldat inconnu en disant ok c'est pas bien ce qu'il a fait le gars, mais de là, enfin on va se contenter de suivre la loi. S'il risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, bah, qu'il soit jugé par rapport à la loi et pas qu'on lui invente des nouveaux trucs style retrait de carte de séjour, etc. Et en gros le mec a été jugé. Alors une justice, t'as peur. Le gars, il a fait ça avant-hier, limite. Il a déjà été jugé. J'ai jamais vu ça. Hein. Clairement, toi, quand t'as des... les histoires que toi, tu vas traverser durant ta life, mon frère, ça va s'étaler sur 48 mois, jours ouvrés, etc. Là, le browser, il a pas eu le temps de finir sa clope qu'il était déjà devant le juge. Bref. Et il a été reconnu coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois de prison avec sursis il a été jugé pour violation de sépultures, tombeaux, urnes ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Et il a dit lorsque la présidente du tribunal lui a rappelé les faits, il a fondu en larmes en disant « Je m'excuse auprès de tous les Français, de tous les militaires, je sais que c'est un endroit saint, propre, qu'on doit pas le salir. » Ouais, moi c'est important pour moi de jouer tout ce que je fais parce que je suis comédien. Après, il a dit que c'est un conducteur de chantier. Hein. Il a reconnu avoir fait la bêtise du siècle. Lorsqu'en sortant du travail à 200 mètres de l'Arc de Triomphe lundi, il demande du feu aux passants qui n'en ont pas et enjambe finalement la barrière entourant la tombe du soldat inconnu pour allumer sa cigarette. Avec la flamme du souvenir. Il est diagnostiqué bipolaire. Le prévenu a reconnu avoir replongé dans ses addictions, les médicaments et l'alcool, alors qu'il vit une séparation difficile depuis le début de l'été. Le casier judiciaire de ces consommateurs de crack porte 28 mentions. En plus d'une peine de sursis probatoire de 18 mois, l'homme de 47 ans a l'obligation de se soigner. Il est également condamné à verser 1 euro symbolique de dommages à intérêts aux monuments nationaux reconnus partie civile dans ce dossier. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, j'ai envie de dire affaire classée. Mais Retailleau, il était énervé, tu vois. Et là, le rabbin qui appelle à la mort hein, d'Emmanuel Macron et des Français, vous avez vu le message que je vous ai lu, il était tranquille. Là, je vous remets juste, ça date de 2018, il n'était pas encore ministre, vous allez me dire, mais la façon dont il avait répondu pour parler d'un imam de la grande mosquée de Toulouse qui appelle au meurtre, il avait mis il a la nationalité algérienne, cet imam doit être expulsé, pas dans 1 mois, pas dans 1 semaine, mais tout de suite, je demande au gouvernement de faire preuve de la plus grande fermeté. Tu vois comment, en fait, en gros, j'ai même pas besoin de vous dire, ah, vous avez vu de point de mesure, le frère, sa vie, il s'appelle Bruno de Poix, Reta de mesure, yo. C'est un truc de ouf, comment le gars, toute sa vie, quand c'est pas des musulmans, ça va. Dès que c'est des musulmans, ah. Non mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de fou malade. Le mec, il s'en bat les couilles quand c'est pas des musulmans. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et puis bah là, il a lu rabbin, tout ça. Ouais, non, mais j'ai demandé à la plateforme Pharos, mais Chacal, Pharos, nous aussi on peut le faire. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est allé sur quoi? T'es allé sur pharos.gouv, t'as rempli le formulaire. Alors, civilité, monsieur, non, Retailleau, c'est ça que t'as fait? Bah, on aurait pu le faire, hein, t'inquiète, hein, Chacal, t'emmerdes pas. Ensuite, il dit j'en invoque, j'appelle l'article 40 du code pénal. Ça veut juste dire que, en gros, en tant que personnalité publique, tu te dois de signaler lorsque tu constates un délit, machin, et que maintenant c'est le ministre de la Justice, en gros, qui va prendre le relais. Là. Mais en fait, ça veut rien dire le truc qu'il a dit. Ça veut strictement rien dire. Il a invoqué un article comme ça, dans le plus grand des calmes. Est-ce qu'on peut signaler Retailleau sur Pharos? La vie de ma mère. Je te jure que lui il mérite. Non mais tu vois comme il est. Et donc pourquoi je vous parle de Retailleau à la base? C'était pas pour ça. C'était pour la plainte qui a été déposée par l'avocate franco-algérienne Khadija Aoudia, qui a déposé plainte contre Retailleau devant la Cour de justice de la République pour provocation à la haine et discrimination visant notamment les Français musulmans. Et donc il y a une vidéo, on va peut-être pas la regarder, où elle explique sa plainte. Je dis elle va peut-être la regarder parce que je crois qu'elle est pas de bonne qualité. En termes de Vous le savez, la Cour de justice de la République est la juridiction exclusivement compétente pour statuer sur les crimes et délits commis par des membres du gouvernement.
Il a été créé cette... Ouais, non, ça va être long, tu vois. Tu sais, parfois, t'as le feeling. T'as le feeling, comme t'es un homme de scène, un homme de storytelling, tu sais que ça va être long. Bref, tout ça pour dire que, en gros, Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, celui qui est censé nous protéger tous, et qui est ministre de l'Intérieur et des cultes, hein. Tous les citoyens, peu importe leur couleur de peau ou leur confession, se retrouvent visés par une plainte pour provocation à la haine et à la discrimination. Enfin, les faits qui sont rappelés par maître Khadija Aoudia, qui est avocate à Nîmes, les faits qui sont rappelés, c'est une plainte de 30 pages devant la Cour de justice de la République. Elle agit pour une association de quartier qui voit le racisme grimper en flèche et qui en a le ras-le-bol des discours qui pointent du doigt les Français musulmans comme si c'était eux le problème à chaque fois. Retailleau, lui, ça fait des mois qu'il balance des phrases qui, selon la plainte, seraient dignes, pas d'un ministre mais d'un édito CNews, hein. Le problème c'est que c'est pas Hanouna, c'est pas Zemmour, c'est le mec qui signe les OQTF et qui gère la police. Et là ça devient flippant. Et qui en plus de ça ministre des cultes. Donc là ça devient surflippant parce qu'on a l'impression qu'il y a un culte qu'il n'avait pas envie de représenter. Et pendant ce temps-là, les actes anti-musulmans explosent, 145 cas depuis janvier, contre 173 pour toute l'année 2024. Donc t'imagines toute l'année 2024, 173 actes anti-musulmans. Là on en est déjà à 145. On est au milieu de l'année, ça promet. La courbe monte plus vite que le prix à la pompe un week-end de chassé-croisé. Très bonne vanne qu'un pote m'a faite. Je lui rends. L'avocate le dit. On construit pas une nation sur un idéal judéo-chrétien, mais sur la constitution, l'égalité, la fraternité. Voilà. Il y a un moment, les histoires de nos ancêtres, les Gaulois, oui, mais on est de racines, machin, mon cul sur la commode. C'est pas ça qui prime dans le droit. C'est un truc en plus qui donne une couleur à l'histoire du pays, mais le droit, il juge selon des critères précis. Et ces histoires de judéo-chrétienté n'en font pas partie. Point à la ligne. Fin de citation. Rideau. Fin de spectacle. Pas de rappel. La sortie c'est par là, vous prenez les sorties. Attention, vous sortez par la cour. Non, non, là vous pouvez pas, monsieur. Non, non, parce que vous pouvez pas rentrer. On a coupé. Non, vous voulez aller aux toilettes, vous passez par là. Bref. Donc en gros, on vit dans un pays où le ministre. D'ailleurs, attends, une autre info aussi. Si la Cour de justice de la République enterre le dossier, comme elle le fait dans 99,97% des cas, elle ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, voire l'ONU. Et donc, ouais, comme je le disais, on vit dans un pays où le ministre chargé de maintenir la paix sociale est accusé d'attiser la haine. C'est quand même dingue, tu vois. C'est comme si, en gros, ton pompier, les pompiers, chez Watt, ils se baladaient avec des bidons d'essence, ils en mettaient partout dans la ville. Et de l'autre côté, ils avaient une clope, et tu leur dis, vous faites quoi? Et ils disent, non, t'inquiète, je gère, t'inquiète pas. C'est exactement ça. Et après, on va te sortir que c'est la faute des quartiers si ça brûle, etc., évidemment. Et ben là, c'est ce qu'il fait, globalement. Et ça devient fatigant. Et il faut croire que c'est une constante chez les ministres d'avoir cette appétence pour la discrimination, parce que là j'ai vu cette vidéo d'une ancienne ministre française qui s'appelle Noël Lenoir. Elle est invitée sur CNews et elle déverse son ignorance et son racisme dans le plus grand des calmes en assimilant des millions d'Algériens à des criminels potentiels qui seraient en France. Elle dit, vous allez voir, elle a été ministre des Affaires européennes de 2002 à 2004. Peut-être dans SimCity, dans Anno peut-être, mais pas en vrai, c'est pas possible, ce niveau de médiocrité. Regardez. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare. Attendez, mais alors tu te bases sur quoi là? Noël, s'il te plaît, avocate en plus, et ancienne ministre, tu te bases sur quoi? Parce que tu sais que quand tu sors des faits comme ça, on peut t'attaquer pour diffamation et pour incitation à la haine en raison de son appartenance ethnique ou religieuse. Là, tu es en train de dire que des millions d'Algériens se baladent et peuvent sortir un couteau. Il faudrait peut-être qu'on aille vérifier, parce que Gaëlle, elle a des origines algériennes. Je vais vérifier si elle n'a pas un couteau sur elle. Je vais aller voir tout à l'heure, elle est dans le salon. Si je la vois avec un couteau sur elle, les gars, ouais, je vous dirais, ouais, c'est vrai, vous aviez raison, en fait, il faut faire attention. On va continuer d'écouter cette saillie qui n'a de valeur qui n'a pas de valeur, ou du moins autant que ce que vous pouvez trouver dans des caniveaux, tout simplement. Dans la rue, n'importe où, vous prendre une voiture et rentrer dans une foule, eh bien non.
c'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps que ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. D'accord. Ouais, la vidéo elle était mal centrée sur la scène. Franchement, je vous ai économisé une teuté de merde. Incroyable. Incroyable. Comment tu peux sortir des trucs comme ça dans le plus grand des silences, dans le plus grand des calmes? Comment ça ne finit pas cette affaire? Comment ça ne finit pas justement dans des procédures? Enfin, je veux dire, là, c'est... En vrai, il faudrait tous qu'on ait des potes avocats et qu'ils fassent un groupe WhatsApp où on leur donne des affaires. Et eux, tu sais, on va mettre en place un algorithme avec une application qui leur permette de poser des plaintes rapidement, tu sais, genre direct. Parce que là, à ce niveau-là, il y a tellement de travail à faire en France en termes de discrimination que là, je pense qu'il va falloir mettre en place un truc parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ce qu'on est en train de voir là, c'est une ancienne ministre, hein, je vous le rappelle, mesdames et messieurs. Il y a énormément de commentaires, hein, évidemment, déjà sur CNews qui devraient, à mon sens, disparaître. J'aimerais bien qu'on reparle à l'Arcom, là, parce que normalement, il devait y avoir un avant, un après CNews. Tu sais, après le renouvellement des fréquences, quand ils ont accepté de renouveler la fréquence de CNews, l'Arcom avait parlé d'une espèce de cahier des charges où il fallait devoir maintenant mesurer et pondérer la façon dont tu choisissais tes intervenants, qu'il devait y avoir un équilibre de couleurs politiques, peu importe qu'ils soient éditorialistes ou élus ou whatever. C'est-à-dire qu'en gros, tu décrètes qu'un éditorialiste est plutôt d'une couleur politique pour pouvoir ensuite équilibrer ton plateau. L'Arcom, il est où là cet arbitrage? Normalement, tous les mois, les gars devaient rendre en plus, faire un compte-rendu si je dis pas de bêtises, à l'Arcom pour dire voilà, on a eu tant d'heures d'antenne ce mois-ci. Voici non, et normalement tout devait être à 25%, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. Regardez, tout le monde a parlé avec le même temps, machin. Bon bah force est de constater qu'ils s'en battent les couilles, hein. Force est de constater que ça y est, on a le cahier des charges, c'est comme les conventions de Genève, hein. Ça concerne le canton de Genève. Là le cahier des charges, voilà, le cahier des charges il était là juste le temps de la signature. Il est au niveau du cahier des charges, c'est-à-dire que t'as un cahier, t'as des charges. C'est-à-dire que tu prends un cahier et tu fous des poids dessus, hein, de 500 grammes, 1 kg et tout. Et voilà. Et je pense que CNews, c'est ce qu'ils font. Voilà le cahier des charges. Cahier, il y a des charges. Voilà. Mais c'est pas ça le cahier des charges. Je sais pas. L'Arcom dit rien. Donc nous, ça fait 2 mois qu'on file ça. L'Arcom dit rien, frère. C'est une dinguerie sans nom. Franchement, c'est une dinguerie sans nom. Il y a eu plein de commentaires par rapport justement à cette ex-ministre sur CNews. Machao Telen Chao sur Twitter qui dit: cette dégénérée congénitale raciste déroule simplement la propagande de l'extrême droite algérophobe qui veut fracturer la société française en faisant des Algériens des ennemis de l'intérieur. Exactement le même discours qu'il avait contre les Juifs dans les années 30. Et ouais. Je n'ai rien à rajouter. Y a Prolificiega qui dit: c'est son anus ou sa bouche qui parle? Ça, c'est tout le problème de quand on sort des infos sorties de son fiac, évidemment. Damax qui dit: un pied dans la tombe, et elle s'occupe encore de Français d'origine algérienne pour cracher sa haine, qu'elle lâche la corde qui la rattache à la vie. Waouh, c'est beau. Elle coûte plus à la société elle coûte plus à la société, ce poids presque mort. Ah, il est dur, hein. Il est très dur, mais je souscris à l'idée. C'est-à-dire, cousine, t'as que ça à foutre en fait. Normalement, c'est le moment où tu respires tranquille, t'as eu une vie bien chargée, profite de ta life, profite de ta famille. Qu'est-ce que tu viens déverser ta haine à la télévision? Enfin, pourquoi on lui donne la parole aussi? Ça, ce sera intéressant de voir pourquoi on lui a donné la parole. Autre news, on continue, on enchaîne avec le ministre de l'Enseignement supérieur de François Bayrou qui défend son Premier ministre, hein, qui défend Bayrou sur son budget. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit et après on s'énerve ensemble. C'est parti. Pays de surendettement. Il y a 3 milliards 500 millions d'euros de dettes. Je veux dire, enfin, aujourd'hui. C'est quand même, pardon, 3 000 milliards, 3 300 milliards de dettes. 3 300 milliards de dettes. Juste si vous faites une toute petite division, d'accord, par le nombre de Français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Français aujourd'hui, nouveau-né,
ou personnes très âgées, tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. C'est ça aujourd'hui l'état de... C'est 45 000 euros. 45 000 euros. Donc on est dans une situation qui est une situation dramatique. Donc oui, il faut... Je vais m'énerver, hein, vous le savez. réagir. Et donc effectivement, je pense que il faut à la fois faire des économies, évidemment, et je pense qu'on pourra y revenir, mais il faut aussi à un moment ou un autre regarder notre système social et voir que effectivement aujourd'hui, je pense que on ne travaille globalement pas assez. Ces 2 jours, je pense que c'est 2 jours qui sont importants, en particulier dans le contexte. On a besoin d'augmenter les dépenses sur un certain nombre de budgets. Mais comment vous expliquez la pays de surendettement? Il y a 3... Donc le gars dit qu'on travaille pas assez, globalement, qu'on doit, vous avez entendu, qu'on doit l'équivalent d'une DS7, 45 000 euros par Français, des nouveau-nés jusqu'au dernier senior, les doyens du pays. On doit à l'État 45 000 euros et que la réalité c'est qu'on travaille pas assez et que on coûte trop cher en social. Vous savez que c'est mon thème de prédilection, tout ce débunkage. Je sors la boîte, je sors la Black Republican Box, comme je l'ai appelé. Parce que le gars me chauffe. Le gars est en train de nous mettre ministre de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle étude supérieure tu as fait, mais tu es de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de merde. Et tu es au stade supérieur. Ça par contre, on n'a pas de doute là-dessus. Tu es supérieur dans l'enseignement de merde, d'infos sorties de ton fiac, de cette pensée ultralibérale que tu essayes de distiller comme ça, sans contradiction, espèce de cheesecake de smegma. J'ai pas d'autres mots. Merci beaucoup. Il y a un crack qui m'a donné ce mot. Vraiment, vous vous rendez compte de ce que le mec est en train de nous faire culpabiliser, donc. Ah merde, on coûte une DS7 à l'État. Oh là là, on doit... C'est qu'on a mal géré le budget. Oh là là, franchement, c'est de notre faute. Hein. C'est vrai que c'est de notre faute de se faire rembourser les médicaments auxquels on a le droit d'avoir un remboursement. C'est vrai que c'est de notre faute de réclamer les aides qui nous sont dues, en fait, parce qu'on a cotisé. C'est vrai, putain, on abuse. On pourrait pas ne pas réclamer les aides, quand même, plutôt que de tout le temps gratter. Ah bah, sans blague, eh ben, sache que oui, en fait, on réclame pas forcément les aides. Parce que le taux de non-recours, c'est-à-dire les gens qui réclament pas les aides auxquelles ils ont droit, eh ben, on parle de 5 milliards d'euros par an. C'est donc quasi 2 fois plus que la fraude sociale qui est souvent mise en avant, entre 1,5 et 3 milliards d'euros. Donc en fait, ça s'annule carrément, ça s'englobe dans le truc. Donc il est où, là, le trou, là? Ta race de smegma, là, il est où? Il est où le trou là? Elle est où la responsabilité des Français? On est aux affaires, nous? On était avec Bruno Le Maire, là, tous les 68 millions de Français, on était à côté de lui. Ouais, tu devrais faire ci. Attends, fais-moi un virement, là, machin. C'est pas nous qui avons fait ça. S'il y a un trou maintenant, si on est endetté, et arrêtez de parler de 3300 milliards de dettes comme si on devait rembourser 3300 milliards. On est un putain d'État, chacal. C'est pas un foyer, la France. La France, elle va pas mourir à 85 ans. La France, elle va a priori être éternelle. Jusqu'à ce que la Terre en décide autrement. Mais tu peux pas comparer la dette d'un État et la dette d'un foyer. Parce que la dette d'un foyer, elle est limitée dans le temps. C'est 25 ans, 30 ans, allez, maximum. Un État, il peut, ce qu'on appelle, rouler sa dette. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, il y a la charge de la dette. Ça, c'est autre chose. Bah, précis, chacal. Mais encore une fois. Encore une fois. Et alors? Est-ce que c'est à nous? Est-ce que déjà on a mal fait? Et est-ce que c'est à nous en plus de prendre en charge là ta putain de DS7 en mode ouais c'est à nous machin? Les 211 milliards qui sont donnés par an aux entreprises là, c'est comment? Sans contrepartie, sans suivi. Là où il y a des grands groupes, on constate que le nombre d'aides qu'ils ont eues, c'est équivalent aux dividendes qu'ils ont versés. Ah tiens, chelou en fait. Mais c'était censé être des aides à investir pour recruter, etc. Pas des aides pour... Je comprends pas. Comment ça se fait que d'un coup, le nombre est corrélé?
bah peut-être qu'il va falloir aller gratter là-dedans. Peut-être qu'il va falloir aller gratter dans la fraude fiscale, qu'il s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros. Ah ouais, ça c'est un chiffre un peu plus important. Hein. Peut-être qu'il faudrait arrêter de retoquer la loi Zuckman. Hein, le Sénat, salut, ça va? Ah bah ouais, 2% du patrimoine des ultra riches, soit 1800 foyers. Ah putain, on peut récupérer entre 20 et 25 milliards d'euros. Bah ça va en fait. Et ils seront pas à la rue. Hein. Donc en fait, ce truc de culpabiliser les gens qui n'ont aucune marge de manœuvre sur ce que vous avez fait. Je vous rappelle quand même que Bruno Le Maire, il quitte son poste en disant bon bah voilà c'est la merde, mais moi je l'avais dit, hein, mais bon on va pas donner les marges de manœuvre nécessaires, etc. Et puis il est parti dans le privé, il est parti faire un autre taf, ultra bien payé, il vit super bien, après avoir foutu le pays dans la merde, et dans le plus grand des calmes, il n'y a pas de haute trahison, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de genre bah attendez, maintenant vous allez passer devant des tribunaux, devant un conseil, etc. Et on va pas vous lâcher chacal. Et si vous devez faire de la prison, vous allez faire de la prison parce que c'est pas normal ce que vous avez fait. Non, il n'y a pas de ça. Quand tu travailles dans les plus hautes fonctions de l'État et que tu te permets de faire n'importe quoi, tu laisses en plus tes collègues cracher leur haine sur ceux qui ne font rien que de taffer, c'est-à-dire la classe moyenne et les classes populaires. Et tu dis ah bah c'est à cause de l'autre là. Il est 600 € de RSA et à côté il travaille au black, il fait livreur Uber plus de temps en temps il est dans un restaurant. Ça va pour lui, la belle vie, il a 3 tafs. C'est ça la belle vie? Super. De RSA plus cumulé de jobs. Ah ouais, bête de vie hein. Ça va, il se met bien lui. Bande de cheesecake de ce mec-là, vous me dégoûtez là, vraiment vous me dégoûtez, vous foutez de notre gueule, vous nous infantilisez et vous osez comme ça faire des injonctions, vous osez comme ça prendre ce ton et dire on doit à l'État, on doit rien du tout chacal, on a déjà donné, on donne déjà beaucoup trop. Il y en a par contre, ils donnent app. Vous êtes des putains de privilégiés, t'es ministre. J'allais regarder son putain de salaire là, à ce cheesecake de merde là, attends. Ministre de l'enseignement supérieur. Hop, c'est qui lui? Ah bah. Alors, il s'appelle Philippe Baptiste. Très bien. Le salaire, nous, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est trop facile de... Alors. Le salaire de ministre. Parce que là, j'ai vu des chiffres et j'ai pas envie d'y croire. Pour les autres ministres, ouais, alors ouais, bah, on n'a pas une source fiable non plus de ouf, mais on parle de 10 000 €. Voilà, 10 200 €. Avec tous les trucs qui vont avec. Hein. Tous les trucs qui vont avec. Ah bah tiens, il y a un article du Parisien. Avec tout, évidemment, les avantages qui vont avec. Les ministres ont par ailleurs droit à plusieurs avantages. Un véhicule avec chauffeur, plusieurs trajets en avion par an, pris en charge, ainsi qu'un accès gratuit au transport ferroviaire. Certains peuvent en outre disposer d'un logement de fonction de 80 mètres carrés maximum à condition de ne pas posséder de logement d'une superficie suffisante à Paris ou dans la petite couronne. Les dépenses de représentation des ministres sont par ailleurs prises en charge par l'État à condition d'être liées directement à l'exercice de leur fonction ministérielle. Hein. Les dépenses liées à l'organisation de réception, d'événements officiels, de remise de prix, de points presse, ainsi que celles liées à un déplacement de ministre sont prises en charge à hauteur de 150 000 € pour un ministre, 120 000 € pour un ministre délégué et 100 000 € pour un secrétaire d'État. Pour les secrétaires d'État, la rémunération est de 10 000 € brut. Le Premier ministre Gabriel Attal disposera quant à lui d'émoluments plus importants, à savoir 15 000 € brut par mois. Ah oui, c'est un article qui date de 2024. Voilà. Non, bah allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je peux pas tolérer qu'on parle comme ça dans le plus grand des calmes avec cette déférence et qu'il y ait pas de conséquences là-dessus. Franchement, ça c'est inadmissible. Il y a eu évidemment plein de messages de gens qui n'étaient pas contents, Dieu merci. Des gens qui ont dit, je cite Matou hein, sur Twitter qui dit doit
Mais bien sûr, le pire là-dedans, c'est qu'il y a zéro contradiction devant lui sur le fond. Quelques minutes plus tard, loin, il met carrément en cause le modèle social français par rapport au budget, car ça coûte cher et personne ne dit rien, c'est affligeant. Philippe Duval qui dit « Il est nécessaire de vérifier s'il n'existe pas une DS7 versée chaque mois à François Bayrou dans l'ensemble de ses revenus, qui provient tous de l'argent des contribuables français, et nombreux sont ceux qui sont devenus des parasites de la rente. » Fusil Benoît qui dit « On ne vous doit rien, par contre l'État doit rendre des comptes sur ses dépenses et son train de vie. » Totalement. Et Timmy qui dit « Dégageons ces guignols infâmes au plus vite. » Et d'ailleurs, on continue avec François Bayrou lors de sa visite en Charente-Maritime. Il y a une passante qui a interpellé François Bayrou sur l'affaire Betaram en disant à tous les enfants qui se sont fait violer, vous avez des comptes à rendre, vous n'avez rien fait. Elle a été placée en garde à vue. Et oui, vive la France, la démocratie, Charlie, Boilem sans salle. Et à tous les enfants qui se sont fait violer, vous avez des comptes à rendre aux gens qui n'ont pas en dessous. Bravo madame. C'est dur de marcher et de faire comme si de rien n'était. Elle a été placée en garde à vue pour avoir juste dit la vérité. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. Vive la France. Vive la fucking France. Les violeurs et les pédophiles, ils ont la vie cool en France. Hein. Si on finit en GAV dès qu'on les dénonce, franchement, ça va. Hein. Y a Virginie sur Twitter qui dit ce qui me questionne le plus, c'est pourquoi les policiers acceptent-ils d'arrêter cette femme? Pourquoi acceptent-ils? L'excuse du c'est leur job ne passe plus. Je suis d'accord. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans CKR. À tous mes amis flics, il va falloir que vous m'expliquiez, que vous m'avouez la vérité, à savoir, vous êtes dans Severance? Vous avez une puce dans la tête? Racontez-nous. Hein. À 2 doigts de passer le concours pour être flic. Je veux voir s'il y a l'opération à un moment. Il y a une puce dans la tête? Genre, une fois que vous rentrez dans le commissariat, vous oubliez votre vie, vous oubliez que vous faites partie de la classe populaire, que vous avez grandi dans la même merde que les autres, que vous gagnez pas un salaire de ouf, vous oubliez tout ça. Vous oubliez que votre vie, elle est aussi claquée que tout le monde. Et que, naturellement, vous avez des aspirations, des opinions, et qu'à un moment, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit. Ouais, non, mais t'as vu, j'ai prêté serment de ré, khlas. Il y a un moment, t'as une go, elle dit au Premier ministre François Bayrou qui a couvert Betaram, qu'il a couvert Betaram, qu'il a couvert les pédophiles, tu la mets pas en garde à vue, chacal. Et même si on t'a donné l'ordre, tu dis quoi? T'as les gars là, du Premier ministre qui dit ouais, vous la mettez en garde à vue tout de suite. Tu leur dis ouais. Puis tu la mets pas en garde à vue, chacal. Qu'est-ce que tu vas la mettre en garde à vue? T'as pas de race? T'as pas d'enfant? T'as pas de frère? T'as pas de soeur? T'as pas de neveu? T'as pas de nièce? Tu peux pas comprendre? C'est qui? C'est ton père, Bayrou? C'est quoi en fait le problème? C'est un truc de ouf ça. Severance, la vie de ma mère, Severance. Les militaires, Severance. Les CRS, Severance. Bon, il y en a, je pense, ils ont pas la puce. Hein. Il y en a, ils y vont de... Il y en a, l'opération, ils disent non, pas besoin, t'inquiète. Moi, je fais ce que tu me dis. Moi, ça me va. Hein. Noir arabe surtout? Ouais, non, t'inquiète, pas besoin. Non, la puce, là, t'inquiète pas, chacal. J'y vais en pleine possession de mes moyens. Mais vraiment, je suis choqué. Et sa fille était à Betaram en plus, c'est vrai, j'avais oublié. Donc du coup, voilà. Voilà où on en est. Il y a Ciné Nominé qui dit les violeurs de Betaram en liberté et une dame soutient les victimes. C'est elle qui est en garde à vue, le monde à l'envers, justice complice. Alors, on n'est pas allé jusqu'au cas où elle a été jugée. Hein. Pour l'instant, c'est pas la justice, c'est la police complice. Vae Victis qui dit étant donné qu'il n'y a ni agression, ni propos diffamatoires, ni injures. Bah c'est vrai, dans l'extrait du moins. La puce elle va me brider qui dit, je te jure. Étant donné qu'il n'y a ni agression, ni propos, ni diffamatoire, ni injure, je serais curieuse de connaître le motif. Apparemment les GAV comme moyen d'intimidation et sans suite se multiplient. Il faudrait traîner l'État en justice pour arrestation abusive. Je te jure, c'est un truc de ouf. Bref, affaire suivante, CNews influence les vieux, évidemment la télé. Souvent les gens ils me disent pourquoi tu donnes de la force à CNews, etc. en diffusant des extraits et tout. Je leur explique que je donne pas de la force à CNews en diffusant des extraits souvent qui sont en plus aspirés de comptes officiels pour arriver sur des comptes annexes. Donc c'est pas des vues directes à eux. Et quand bien même, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne YouTube, mais allez checker la vidéo. J'expliquais que l'audience tu donnes pas à une chaîne parce que tu la regardes. Il faut que tu aies chez toi un boîtier médiamétrie. A priori, s'il y a un boîtier médiamétrie chez toi, tu es au courant parce que le truc est quand même fait la taille d'un modem à peu près, hein, tu vois, et d'une box, parce que modem ça fait un terme un peu vieux. Et voilà, il est connecté à côté de ta télé et eux ils collectent les données comme ça.
Parce que chaque émission télé est watermarkée, il y a un petit signal qui est imperceptible à l'oreille humaine, qui est envoyé sur le boîtier. Comme ça, le boîtier sait ce que tu regardes comme chaîne et peut faire ses mesures d'audience en extrapolant. Il y a 7000 ou 8000 foyers en France qui possèdent ce boîtier-là. Plus il y en a qui ont des boîtiers portatifs, etc. Et c'est comme ça qu'on relève l'audience. Donc si tu n'as pas chez toi un boîtier médiamétrie, encore une fois, tu le sais parce qu'ils te contactent pour te demander, tu ne donnes pas de l'audience en regardant une chaîne. Voilà. Parenthèse fermée. Donc moi, pourquoi je regarde tout le temps les extraits de CNews que je vous balance sur Snap, sur Telegram ou ici, pour la simple et bonne raison que c'est important et c'est Viktorovic qui avait bien répondu à ça. J'ai hâte qu'il reprenne du service d'ailleurs parce qu'il est en vacances. Et il avait dit en fait c'est important de savoir ce que les gens regardent pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur tête, comprendre ce qu'ils ingurgitent et trouver du coup les bonnes armes pour débunker, pour faire ce qu'on fait dans ces cas. Ouais. Donc si nous on regarde ces news, I24, machin mon cul, tout ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a un grand public qui t'aima. On sait que ça a une résonance. Les gens, ils ont beau te dire la télé c'est mort et tout. T'inquiète, chacal, même si ça se consomme différemment, la télé, elle a un impact. Notamment sur les plus anciens qui regardent beaucoup la télé et qui sont très actifs quand il s'agit d'aller voter. Et c'est là que ça devient un problème. Regarde comment le lavage de cerveau orchestré par Bolloré et compagnie peut fonctionner super bien. Sur cet extrait qui vient, je crois, je sais pas si c'est pas Vincent Lapierre qui a montré ça, enfin bref, des dames qui sont matrixées, biberonnées à CNews, à LCI et consorts, et regardez ce qu'elles disent. Dans 10 ans, je pense qu'on ne sera même plus catholique, on sera tous musulmans. C'est eux qui commandent et qui font tout. Mais ça fait longtemps, ma mère me disait, il y a au moins 30 ou 40 ans, elle me disait, elle avait entendu à la radio un musulman dire qu'il voulait conquérir le monde. On a arrêté les Arabes. Alors attends, ta mère elle disait il y a 30 ou 40 ans qu'elle avait entendu que les musulmans, un musulman, dire qu'il voulait conquérir le monde. Bon cousine, est-ce que tu peux lui dire que le projet... Alors, si le projet, il est... il est tranquille, hein. Voilà, le PSG, c'est vrai. Le PSG. Non, le PSG, Manchester City. Les musulmans commencent à conquérir le sport. Mais sinon, ça va, hein. À Poitiers en 732, mais là, ils sont bien arrivés et ils sont là. Et puis, ils sont pas prêts de partir, hein. Ils sont tellement bien ici parce qu'ils ont tout ce qu'il faut comme argent. Ils ont tout ce qu'il faut. Elle a fait le signe de l'oseille, comme ça. Ils ont tout ce qu'il faut. On est si bien et ici, on se déculotte devant l'Algérie qui font ce qu'ils veulent là. On se déculotte devant l'Algérie qui font ce qu'ils veulent là. Qu'est-ce qu'ils font l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent là? Alors du coup ils font ce qu'ils veulent et ils font pas ce que la France veut. Ouais, c'est peut-être ça le problème que vous n'avez pas capté hein, quand vous regardez vos médias. C'est plutôt ça, j'ai l'impression. Hein. C'est pas ils font ce qu'ils veulent, c'est ils ne font pas ce que la France veut et d'un coup ça fait chier. L'Algérie, c'est elle qui nous commande maintenant. L'Algérie, c'est elle qui nous commande. Alors, je sais qu'il y a des yeux qui confondent. Algérie, c'est celle qui ne veut pas faire ce que la France veut. Israël, c'est celle qui commande la France. Voilà, c'est un moyen mémotechnique, mais ça marche comme ça, en fait. Faut vraiment pas confondre. Voilà, c'est... Comme ça, là, tu comprends mieux. Voilà. C'est un beau pays. Oui, on leur donne 250 000 visas à l'année et tout ce qui s'ensuit. Alors, on donne 250 000 visas à l'année à l'Algérie. 250 000 visas à l'année. Algérie, France. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, là? Non. Hey! On dénombre... Attends... Non, ça c'est vrai. Regarde. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Alors, en 2000... Attends, Algérie. Il y a 232... Alors, délivrance de visa. On est sur le site de l'immigration du gouvernement. Il y a 232 000 visas qui ont été donnés pour l'Algérie. La délivrance de visa de court séjour aux ressortissants chinois pour poursuivre la dynamique aussi, machin. Cette tendance se confirme. Hein. Les ressortissants du Maghreb sont également bénéficiaires de visas de court séjour. Alors, visa de court séjour. 205. Ok, d'accord. Motif de séjour. Ok, machin. Hein. Mais moi, je veux ça. Alors, court séjour, bon, j'ai envie de te dire, chacal. Pas sûr.
La délivrance de visas long séjour concerne plus fréquemment des ressortissants de pays africains. Ah bah là, c'est pas la même. 17 000. 17 000 par an. La principale raison, motif étudiant, 44%. Motifs familiaux, 26. Motifs économiques, 12. Donc je reste sur les Algériens parce que sinon... c'est presque... C'est la majorité en tout cas des demandes. C'est pour des motifs étudiants. Voilà. 17 000. Voilà. Ouais. Et donc... En quoi c'est un drame. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là, cousine? Tu sens qu'elle a sorti des bails comme Ask, tu vois. Et puis tout l'argent qu'on donne à l'Algérie, alors que nous on est en train de chercher des millions, là on sait pas tous les logements des millions, mais tu es modeste. Tout l'argent qu'on donne à l'Algérie alors que nous on cherche des millions de... Demander un logement, ils sont donnés à tous les émigrés. Et vous n'en avez pas. Les logements qui sont donnés à tous les immigrés. Ah, d'accord. Ok, Dac. Merci, cousine. Hein. J'ai été vraiment nul à chier, moi, parce que mes parents, je sais pas, mais ils sont mal débrouillés, je crois. Parce qu'il y a déjà 56% Et où est l'avenir qui dominent. Et l'avenir est où? Je vais vous dire tout de suite, moi je suis contente d'être vieille, parce que je ne sais pas ce que ça sera dans 10 ans. Bah, ce sera exactement comme avant. Voilà, affaire classée. C'est un truc de ouf, hein, mais c'est important de se rendre compte à quel point ça joue. C'est potentiellement des nanas, les personnes qu'on a vues, qui ne vivent peut-être même pas avec une diversité énorme dans leur quartier. Potentiellement, elles sont dans des endroits où il n'y a quasiment pas de diversité. Ou de problèmes, de délinquance qu'on pourrait corréler à oui, mais parce que c'est des gens de quartier, ils sont basanés, machin. Non, c'est ce que je vois à la télé, ce qu'on m'a dit, tu sais que machin. Hein. Et voilà ce que ça donne. Parce que leur voix, elle compte de la même manière que, de la même façon que la tienne ou la mienne. C'est la même voix dans les urnes. Donc le travail, il fonctionne bien. Bolloré, bravo. Sterrin, tout ça, nickel. Sterrin qui a racheté d'ailleurs. Ah bah attends, je crois que c'était un no comment, donc je ne dirai rien. Alors il y a eu des messages par rapport à ces petites mamies. Christophe Lamarck qui dit remplacer musulmans par juifs, Algérie par Israël. Vous avez du racisme actuel. Vous avez au racisme actuel ce que l'antisémitisme crasse et systémique était issu de la propagande fasciste, en pire, car à l'époque les chaînes d'infos et internet n'existaient pas. Force à nos compatriotes musulmans d'apparence. Et Julie McKean qui dit il y a 10% de musulmans en France, seulement 1/10 de la population. Vous vous sentez submergé? Moi je me sens submergé par le racisme, on est d'accord là-dessus. Allez, le gros sujet que j'aimerais aborder avec vous, mais avant ça évidemment, hein, n'oubliez pas de vous abonner à la page, ça fait plaisir. Vous abonner à la page YouTube, vous cliquez sur la cloche, ça donne de la force. Si vous mettez les boosts aussi, là j'ai vu que c'était une nouvelle fonction, moi je l'ai pas encore, mais il y en a qui ont cette fonctionnalité, alors allez-y, n'hésitez pas. Et on attaque ce sujet, c'est dingue qui nous a un peu retourné avec mes potes. C'est l'entièreté de l'équipe d'Al Jazeera qui a été assassinée par l'armée israélienne à Gaza. Ils ont tué des journalistes, dont Anas Al-Sharif, qui est correspondant d'Al Jazeera. Les autres personnes qui étaient présentes, c'est un reporter, Mohamed Kariga, le caméraman Ibrahim Zaher, l'autre caméraman Mohamed Aloué, et enfin le crew driver, donc le chauffeur Mohamed Nofal. C'est un crime. C'est une violation du droit international, une violation des plus graves. Les journalistes en zone de guerre sont protégés par la Convention de Genève, qui concerne apparemment le canton de Genève, comme le disait l'autre, qui interdit formellement de les cibler. Et en assassinant ces journalistes, Israël a enfreint des règles fondamentales, en portant une atteinte à la liberté de la presse et de la vérité. Et c'est scandaleux.
c'est tout simplement scandaleux. Parce que déjà qu'on galère à savoir ce qui se passe, on se retrouve dans une espèce de boucle où d'un côté, on n'a pas d'infos parce qu'Israël ne laissait pas pénétrer les journalistes. Donc, on se démerde comme on peut avec les gens qui étaient là, sur place, les ONG, etc. Mais eux, ils les tuent. Et ils te disent derrière, oui, toutes les images qui fuitent, c'est que de la propagande du Hamas. C'est faux. C'est que la propagande du Hamas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a le compte de Tsahal qui a dit sur X, cibler le terroriste du Hamas, Anas al-Sharif, qui se faisait passer pour un journaliste d'Al Jazeera. Al-Sharif était le chef d'une cellule terroriste du Hamas et coordonnait les attaques de roquettes contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal. Des renseignements et des documents saisis à Gaza, incluant des listes des membres, des registres d'entraînement terroriste et des fiches de paye, prouvent qu'il était un agent du Hamas infiltré au sein d'Al Jazeera. Un badge de presse n'est pas un bouclier pour le terrorisme. Montre-nous tes preuves, chacal. Montre-nous tes preuves, chacal. Comme tu es l'armée la plus morale du monde, montre-nous tes preuves. On a retrouvé les fiches de paix. On a retrouvé le fonds Gessif du Hamas. Alors on a retrouvé aussi sa mutuelle. C'est le mec qui t'ont dit, on a tout retrouvé. Hein. Ah oui, oui, bah, il avait posé 15 jours. 15 jours à la base en août. Donc on a tout retrouvé, ouais. De la grosse organisation, Hamas, SARL, ouais. Raclure de smegma, mais j'hallucine. Évidemment, ouais, en plus c'est vrai, les journalistes internationaux ont démenti. Il y a eu le testament de Anas al-Sharif qui a été publié sur ses réseaux, si je dis pas de bêtises. Je vais vous le lire. Il a mis: ceci est mon dernier testament, si ces paroles vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Tout d'abord, que l'appel à miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu sait que j'ai déployé tous mes efforts et toutes mes forces pour soutenir et porter la voix de mon peuple depuis que j'ai découvert la vie dans les ruelles et les quartiers du camp de réfugiés de Jabalia. J'espérais que Dieu prolongerait ma vie afin que je puisse retrouver ma famille et mes proches dans notre ville natale d'Ashkelon, Al-Majal occupée. Mais la volonté de Dieu était plus grande et son jugement est exécutoire. J'ai vécu la douleur dans ses moindres détails. J'ai goûté à la douleur et à la perte à maintes reprises et malgré cela, je n'ai jamais hésité à dire la vérité telle qu'elle est, sans falsification, sans déformation. Que Dieu soit témoin contre ceux qui sont restés silencieux et ont accepté notre massacre, contre ceux qui ont retenu leur souffle et dont le cœur n'a pas été touché par les restes de nos enfants et de nos femmes, et contre ceux qui n'ont pas mis fin au massacre que notre peuple subit depuis plus d'1 an et demi. Je vous recommande la Palestine, le joyau de la couronne des musulmans et le battement de cœur de chaque personne libre dans ce monde. Je vous recommande son peuple et ses jeunes enfants opprimés qui n'ont pas eu le temps de rêver et de vivre en sécurité et en paix. Leurs corps purs ont été écrasés par des milliers de tonnes de bombes et des missiles israéliens, déchirés, et leurs restes ont été éparpillés sur les murs. Je vous conseille de ne pas vous laisser réduire au silence par les restrictions, ni de vous laisser freiner par les frontières. Soyez des ponts vers la libération du pays et de son peuple, afin que le soleil de la dignité et de la liberté brille sur notre pays usurpé. Je vous recommande à ma famille, je vous confie la prunelle de mes yeux, ma fille bien-aimée, Cham, que je n'ai pas pu voir grandir comme j'avais rêvé. Je vous recommande mon cher fils, Salah, pour qui je souhaite être un soutien et un compagnon jusqu'à ce qu'il devienne fort et qu'il enlève mon fardeau et qu'il accomplisse la mission. Je vous confie à ma mère bien-aimée, grâce aux prières de laquelle je suis arrivé jusqu'ici, dont les prières ont été ma forteresse et dont la lumière a guidé mon chemin. Je prie Dieu de réconforter son cœur et de la récompenser en mon nom. Je vous recommande également ma compagne de toujours, ma bien-aimée épouse, Salah Bayan, que la guerre nous a séparés pendant de nombreux jours et mois, mais qui est restée fidèle à l'alliance inébranlable comme un tronc d'olivier qui ne plie pas, patiente et contente, et qui a porté la confiance en mon absence avec toute force et foi. Je vous conseille de vous rallier à eux et de les soutenir auprès du Dieu Tout-Puissant. Si je meurs ferme dans mes principes et j'appelle Dieu à témoin que je suis satisfait de son jugement, que je crois en sa rencontre et que je suis certain que ce qui est avec Dieu est meilleur et plus durable. Ô Dieu, accepte-moi parmi les martyrs, pardonne-moi mes péchés, passés et futurs, et fais de mon sang une lumière qui illumine le chemin de la liberté pour mon peuple et ma famille. Pardonnez-moi si j'ai failli et prié pour que j'aie pitié de vous, car j'ai tenu ma promesse et je n'ai ni changé ni altéré. N'oubliez pas Gaza.
Ne m'oubliez pas dans vos prières pour le pardon et l'acceptation. Anas Jamal Al-Sharif. Et ouais. C'était une lettre qui date du 6 avril 2025. Et il y a 15 jours, Olivier Rafovitz, ou Fachovitz, comme vous voulez, menaçait les journalistes qui documentaient la famine de Gaza. Et aujourd'hui, son armée de génocidaires a assassiné toute l'équipe d'Al Jazeera. Regardez, on va écouter cette courte vidéo. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry Arnaud, merci. Les journalistes. Non, mais c'est... J'avais oublié ça. Le mec, il l'a menacé, hein. Le mec, il l'a menacé dans le plus grand des calmes. Et c'est marrant parce qu'en plus, on n'arrête pas de le dire. Il y a des journalistes français qui disent oui, mais il n'y a pas de journalistes palestiniens, il n'y a pas de journalisme en Palestine. C'est que des gens du Hamas. Je vais vous mettre une vidéo qui n'a rien à voir, mais comme ça, au moins, je l'ai montré. Oui, malheureusement, je pense que des otages mourront, évidemment. Mais est-ce qu'on peut laisser les otages, pas prendre en otage, mais disons déterminer la politique d'un gouvernement? Il y a une question très... Ça, c'était le 10 août de cette année, et là, il y a 2 ans. Importante qui interpelle tous les Israéliens en ce moment, c'est la question des otages. Est-ce qu'elle complique la riposte? Non. L'opération israélienne se déroule et va se dérouler, et continue à se dérouler, comme s'il n'y avait pas d'otages. Mais évidemment, nous prenons également les otages en considération. Nous voulons qu'ils reviennent à la maison sains et saufs. Allez-vous tenter d'aller les récupérer? Mais ceci, excusez-moi, mais ceci ne va pas être un frein à l'opération contre le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, donc voilà, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Cette histoire d'otage que certains m'ont sorti, hein, des gens que je connais qui me disent mais, ou même vous avez entendu Barbara Lefebvre qui dit non mais le Hamas il rend les otages, c'est fini dans la minute. Raclure de smegma. Allez-vous tenter de récupérer ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question. Voilà, donc merci. Allez, au revoir. Que tous ceux qui m'ont cassé les couilles à me dire oui, mais si le Hamas, il fermait vos gueules. Écoutez la presse, écoutez votre vieux porte-parole là de l'IDF, mais fermez-la en fait. Ne parlez pas avec moi. Écoutez les gens que vous défendez. Ils vous donnent les éléments pour vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Et c'est moi genre qui risque d'être boycotté, c'est moi genre qui suis le méchant, c'est moi genre oh là là, lui il est limite hein, je pense qu'il est antisémite hein, parce qu'en fait il dit la vérité. Vous vous rendez ouf en fait. Genre tout est devant vous là, il y a juste à se pencher et à choper. Je sais que c'est dur. J'imagine même pas si je voyais des proches, mon pays d'origine, l'île Maurice, faire des dingueries, qui font des dingueries parfois. Hein. Bon, ils ont pas d'armée. Et il n'y a pas d'armes à l'île Maurice. Les flics, ils ont des bâtons. Mais la canne à sucre, ça fait mal, ok? Tout ça pour vous dire que bien sûr, c'est dur. Mais frère, 1 an et demi de déni, c'est trop. Allez, vas-y, premier mois, t'es sous le coup de l'émotion, 7 octobre, machin. Tu discernes rien, tu juste t'es dans le truc, t'as perdu des proches et tout. Fine. Mais là, frère, 1 an et demi, tu veux maintenir Mordicus? Que non, l'armée la plus morale du monde et tout. Non, frère. Sois honnête avec toi-même. C'est un truc de ouf, ça. Et regardez les mensonges. Regardez les mensonges. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... le pire, c'est que Netanyahou a autorisé l'entrée des journalistes à Gaza, mais genre, 1 jour avant, tu vois. Si ça, c'est pas de la fils de puterie, je suis désolé, mais... et bien sûr, meilleur Habib, qui est loin d'être le meilleur des Habib, vous connaissez la vanne. Regardez ce qu'il a dit. Journaliste le jour sur Al Jazeera, terroriste en chef la nuit du Hamas. Le 7 octobre, il avait publié des messages de gloire et de victoire après le pogrom et le massacre qui a coûté la vie à 1200 juifs. Éliminé cette nuit par Tsahal, œil pour œil, dent pour dent. Continue à inventer des preuves pour justifier des ignominies. Ça se dit pas, c'est pas grave.
perpétrés par l'armée que tu défends plus que ton pays dans lequel tu avais un mandat. Hein. C'est important de le souligner. Montrez-nous, en fait. Montrez-nous les éléments. Je vais faire mon journaliste, encore une fois. Anas Al-Sharif. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur lui? Ouais, je vous confirme que le message que je vous ai lu, c'est un message qu'il avait écrit au cas où. Tu vois. Écoutez, ma foi, je vais chercher, voir ce qu'il avait dit par rapport au 7 octobre, etc. etc. Quand bien même, hein. Quand bien même. Hein. Là, on est sur un déni, sur... c'est assez dingue, hein, le délire. Parce qu'en fait, t'as une armée qui décide et qui décrète. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas le quatrième pouvoir là-bas, il est très compliqué. Le quatrième pouvoir, c'est la presse. Sur la bande de Gaza, bah, en fait, on est obligé de manger ce qu'on nous sert. Voilà. On se retrouve, en fait, avec des gens qui te disent, qui te servent de la merde et qui te disent, mais c'est des pâtes, là. C'est des pâtes à la carbo. Bah ouais, mais t'es sûr parce qu'on dirait de la merde. Non, je suis sûr. Bah dans les cuisines, ils ont tous dit que c'était des pâtes à la carbo. Moi, je connais les cuisiniers. Hein. Bah, je peux voir les cuisiniers. Non, faut pas rentrer dans la cuisine, t'as pas le droit. D'accord. Donc je peux pas rentrer dans la cuisine pour vérifier si c'était bien des pâtes au carbo. Non, tu peux pas. Mais moi, je te le dis, c'est les cuisiniers, ils nous ont dit que c'était des pâtes au carbo. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Vas-y, goûte. C'est exactement ça en fait ce qui se passe. On va regarder cette vidéo lunaire aussi de Benjamin Netanyahu. Sur les prétentions du Hamas, les photos du Hamas. Vous voyez les 3 photos du Hamas. Oussama Youkoub, il est maintenant en Italie et il se fait soigner. Maintenant, puisque les Israéliens l'ont envoyé et s'occupent de lui maintenant, il va beaucoup mieux. Mais en fait, il a une maladie génétique qui abîme les poumons, etc. Israël a tout fait pour que Oussama puisse voyager en Italie et pour avoir un traitement qui a transformé sa santé. Ah bah tu vois, ça va, franchement, ça, ils sont top quand même. Faut arrêter de dire que Israël, si Israël, ça, bon, regardez ce qu'ils font, ça va. Il va beaucoup. On est un garçon, quoi. Ensuite, Abdul Qadir Al-Fayoumi, qui souffre des pathologies neurologiques, atrophie des différents atrophies, alors que les terroristes du Hamas le présentaient comme si il était affamé. Il a été traité et soigné en Israël d'ailleurs. Ensuite, 3e photo, c'est la photo la plus célèbre. C'est la page de couverture de New York Times. C'est Mohammad Zakaria Ayoub et sa maman. Et il souffrait aussi d'une maladie génétique. Et sur les En fait, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en gros, à Gaza actuellement, il y a 900 000 gamins qui souffrent de maladies génétiques. Hein, voilà. C'est que des maladies, les gars. C'est pas du tout la famine. Mais non. Vous êtes cons. Mais ils sont tous malades génétiquement. Bah, tu sais, à force de ken entre eux. Enfin, avec respect, hein, mais c'est. Il n'y a pas de famine à Gaza. C'est de la génétique. C'est que la génétique. Après, que ce soit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, je vais pas te mentir. 2 cas sur 2 presque. C'est rare. Génétique. Nous, en tout cas, on voit, il y a de la bouffe. Mais regardez, vous voulez voir les jumelles? Vous voulez voir Gaza? Vous allez voir. McDonald's, marché... regarde les jumelles, là. Je les ai, hein. Tu regardes, regarde. McDo, il y a un Géladal, un point B. Non, ils sont bien. Hein. Ah, ils mangent. Ah, c'est cochon, ils mangent. Hein. Regarde, j'ai les jumelles. Tu vois? Après, tu veux pas regarder. Donc, vraiment... Tu forces, hein, vous forcez les gars. Ah oui. On va voir comment ils en ont parlé sur I24.
Parce que c'est rigolo. Comment ils ont parlé du journaliste dont on a parlé, Anas? Ils en ont parlé de cette façon. Alors. Hop, on va regarder ça. Tsahal a donc éliminé un terroriste qui était présenté comme travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera et comme étant un journaliste. Alors de qui s'agit-il exactement ? Alors effectivement, Stéphane a mentionné son nom, Anas Al-Sharif, âgé de 29 ans, originaire de Jabalia, donc dans le nord de la bande de Gaza. Et donc, selon le communiqué de Tsahal, Anas Al-Sharif était à la tête d'une cellule terroriste du Hamas. Il était responsable d'attaques à la roquette contre des civils israéliens et des troupes de l'armée israélienne. Et pour Tsahal, il opérait tout simplement sous couverture d'Al Jazeera. À noter d'ailleurs... Vous avez vu que sur I24 News, chaîne de propagande francophone israélienne, la journaliste a précisé pour Tsahal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vérification eux-mêmes des dires de l'armée israélienne. Ils ont dit pour Tsahal, c'était quelqu'un qui opérait. On est sur du conditionnel et des précautions oratoires là-dessus. On continue. C'est que dans l'attaque d'hier soir, il y avait 4 autres journalistes affiliés au Hamas également. Tout le monde est affilié au Hamas. Ah bah frère, là, t'étais en train de manger une pastèque Hamas. Qui ont été éliminés avec lui. Alors, un journaliste du nom de Mohamed Kreke, lui aussi d'ailleurs en photo avec des membres du Hamas. Et puis, il y a 3 autres caméramans également. Important à souligner, c'est qu'il était dans le collimateur de Tsahal depuis près d'1 an déjà. Montre-nous les photos, encore une fois, cousine. Les photos, là, du mec, là, qui était avec le Hamas. Montre-nous, en fait. L'armée israélienne avait révélé des documents en octobre 2024 sur l'affiliation d'Anas Al-Sharif au Hamas, notamment des listes de cours de formation au terrorisme, mais aussi des documents relatifs. Merci pour leurs documents là. Ils nous ont pondu un calendrier sur Canva. Regardez. Là, marié, soldat de 3e rang, Anas, voilà, vous avez vu? J'avais noté. Et on l'a mis comme quoi c'était en 2013, hein. C'est pour vous montrer que voilà, ça fait longtemps qu'on est sur ces côtes, hein. Voilà, je vous le dis, hein, de cours de formation au terrorisme, mais aussi des documents relatifs au salaire, des documents qui sont d'ailleurs considérés pour Tsahal comme des preuves irréfutables de son affiliation au Hamas. Il aurait... C'est quoi les salaires? Alors là, c'est la curiosité. C'est quoi les salaires du Hamas? Qu'est-ce qu'on a dans tout ce qui est CPF, tout ça, comment ça cotise? On veut savoir là. D'ailleurs, rejoint l'organisation terroriste en 2013. Il était affilié au bataillon Est de Jabalia. Et d'ailleurs, les documents qui ont été retrouvés prouvent aussi son intégration au sein du réseau qatari d'Al Jazeera, même si la chaîne qatari a, elle, démenti son affiliation au Hamas. Pourtant, Tsahal dispose non seulement de preuves écrites, mais également de preuves visuelles, photographiques. Oui, le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichai Yadré, a d'ailleurs posté cet après-midi une photo d'Anas Al-Sharif dans les bras de Yehriye Sinwar. Vous voyez cette photo. Voilà, c'est bon. C'est bon les gars, là, la photo. Tu as autant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il méritait de mourir, hein. Il a pris une photo avec Yehriye Sinwar. Je pense que c'est suffisant pour se dire que... Mais alors, toutes les personnes qui ont pris une photo avec Netanyahou, là, il va se passer quoi, alors? C'est-à-dire qu'on a le droit, du coup, de réserver le même sort? Je demande, hein. Avec ce message, comme nous l'avons dit depuis le début et que d'autres ont refusé de croire, seul un terroriste s'assoit avec des terroristes. Anas Al-Sharif n'était pas un journaliste, mais un terroriste du Hamas. Puis il y a d'autres photos du même type, hein, notamment on le voit par exemple faire un selfie tout sourire avec les leaders du Hamas. Et ce qui est intéressant à souligner... Alors je veux pas faire le complotiste, hein. La vie de ma mère, on dirait même pas que c'est vrai cette photo. Je sais pas comment vous le dire. Tu sais, genre, les mecs en 2 temps 3 mouvements, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait, hein. Regardez, un selfie avec Yehriye Sinwar. Regardez, hein. Il se prend en selfie. Non, les frères. Et encore une fois, hein, à quelle heure ça veut dire que... Non, frère.
C'est trop en fait, là, ce qu'ils font. C'est la façon dont les médias occidentaux le présentent, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est présenté. Les grands médias, par exemple le Washington Post, le Guardian ou encore le New York Times, et c'est vrai aussi pour les médias français, hein, ils le présentent d'une autre manière. Ils disent par exemple Israël tue des journalistes dans une attaque ciblée. Le ton est généralement plutôt compatissant hein, pour ce terroriste journaliste. À noter aussi, par contre, là, un autre média, Bild, le journal allemand, lui n'adopte pas du tout le même ton. Il y a que Bild qui bouffe les couilles de la propagande israélienne. Hein, donc, est-ce qu'on est étonné ? Beaucoup plus direct puisque sur sa une, il parle d'un journaliste déguisé en terroriste et lui, il ne met pas du tout terroriste entre guillemets, donc un journaliste déguisé en terroriste éliminé à Gaza. Il faut savoir aussi que Anas al-Sharif était considéré comme étant l'un des plus prolifiques correspondants d'Al Jazeera à Gaza. Il était notamment aux premières loges lors des cérémonies de libération des otages. Il a notamment couvert celle d'Agam Berger et il était aussi très suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 530 000 followers sur Twitter, plus de 130 000 également sur Telegram. Et d'ailleurs, il a encore posté des messages sur ses réseaux sociaux quasiment jusqu'à la dernière minute. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux de la tentative de propagande là. Alors attendez, j'ai une vidéo, je sais pas pourquoi elle est là, mais on va l'évacuer. Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces, qui distribue des... Au début, j'ai cru que c'était une fake news même. Donc j'ai été faire mon enquête pour vérifier, et il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Mais ça, personne n'en parle. On lui dit qu'il y a un problème d'aide alimentaire. 190 camions de l'ONU sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? 697 $ par mois. Vous savez combien? Je sais qu'il ment. Tu sais qu'il dit de la merde à partir du moment où il te dit, on dit qu'il y a un problème d'aide alimentaire, 190 000 camions de l'ONU n'attendent que de rentrer. Bah ils sont pas rentrés du coup. Abruti va. Ils sont pas rentrés. Ils sont devant. Donc, t'es con ou c'est comment là en fait? C'est un truc de ouf ça en fait. Va prendre de l'argent dans les caisses des SOS racistes pour t'acheter des nouvelles montres chacal. Qu'est-ce que tu... On touche un Congolais qui est en train de mourir de faim, 32 $. Voilà la réalité. Qu'est-ce de quoi? T'as dit quoi là? Attends. Aujourd'hui, 697 $ par mois. Vous savez combien touche un Congolais qui est en train de mourir de faim? 32 $. Sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? 697 $. Source de quoi ça? Source sortie de ouf. Attends. Palestinien, 697 $ par mois. Mais c'est quoi cette source? C'est quoi ça? C'est quoi? De quoi il parle? Je veux des infos. Je veux des infos. Je sais pas, le chiffre il revient pas là. Là on a salaire mensuel, ça c'est quoi? Journal du net, salaire mensuel. Dans Palestine, c'est 352 $. Ok. Là, les Palestiniens emprisonnés en Israël pour terrorisme pour une durée de 3 à 5 ans sont éligibles à recevoir un salaire de 570 $. Ok. Non, je cherche des sources pour vous montrer en fait. Hein. Mais il y a app. Hein. Je voulais vous prouver qu'il y avait quelque chose, mais non, j'essaye d'être honnête. J'essaye d'être honnête, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Franchement, je suis tuba. On va continuer sur ce sujet hein, qui est horrible là, de journalistes d'Al Jazeera tués. Et là, regardez. Nos amis de LCI qui ont décidé de reprendre les patins de la propagande israélienne. Nous vous informons de cette nouvelle de dernière minute en provenance de Gaza. 4 journalistes d'Al Jazeera ont été assassinés lors d'une frappe israélienne ciblée. Le bilan est depuis porté à 5 journalistes de la chaîne du Qatar. Parmi eux, l'un des visages les plus connus, Anas al-Sharif, 28 ans. Quelques heures avant sa mort, il témoignait encore des bombardements sur ses réseaux sociaux. Les journalistes ont été victimes d'une frappe ciblée d'Israël alors qu'ils se trouvaient dans une tente devant l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. L'armée
israélienne a revendiqué cette frappe. Elle accuse le journaliste Al-Sharif d'être un terroriste. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils et les troupes israéliennes. En 2024, le gouvernement de Netanyahou avait décidé d'interdire la diffusion de la chaîne et la fermeture de ses bureaux dans le pays. Selon Reporters sans frontières, près de 200 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre 2023, dont au moins 45 dans l'exercice de leur profession. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de gens qui bossent pour le Hamas. Et pour conclure un peu cet épisode sur cette machine, un peu comment elle fonctionne, etc. Cette vidéo, c'est marrant parce que je regardais l'œil de Moumou, elle est checkée sur le média, il a repris et montré une vidéo d'I24 de propagande, mais dans le plus grand des calmes, dans la plus grande dégueulasserie que c'est. Et je peux vous montrer. Vous allez voir, on a quand même, on a des trucs, honnêtement, qui nous montrent que, voilà, on n'a pas de quoi rougir quand on voit comment ils sont et qu'on n'a pas de quoi rougir par rapport à nos propos. Parce que là, clairement, regardez cette vidéo-là, tu te dis, mais la chaîne Russian Today, elle a été squeezée pour moins que ça. Mais là, on tombe sur des vidéos mais de ouf, quoi. Regardez ce que le mec, il dit en plus. Qu'à faire qu'ils aillent jusqu'au bout. Étant donné que c'est une idée qui leur tient tellement à cœur. Voilà, la solution à 2 États, de donner un État pour les Palestiniens. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas alors la France ne sacrifierait-elle pas certaines banlieues et en faire un État palestinien, après tout ? Pourquoi il ne serait pas plus légitime là-bas ? Après tout, il y aurait beaucoup plus de légitimité, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient à l'écoute et culturellement, on ne serait pas dans un dépaysement, justement, dans un choc des codes socio-culturels, par exemple. Bah oui, c'est vrai, hein, les banlieues parisiennes et Gaza, c'est pareil. Même langue, même coutume, même drapeau. Donc bien évidemment, on en rigole, mais c'est dramatique. Non, on n'en rigole pas en fait, Chacal. C'est toi qui rigoles tout seul. Et personne n'a rigolé. Et je suis humoriste, donc je m'y connais en vanne. Personne n'a rigolé à ta vanne. Dramatique parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été évoqués par nos invités à Paris. Et il est vrai que il y a aucune chose qui est logique là-dedans. Tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire, que par rapport à la position du gouvernement français, que par rapport à la posture des pays arabes vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque chose qui est véritablement dramatique. C'est une dinguerie, les trucs qu'ils disent dans le plus grand des calmes, mais c'est une dinguerie, vraiment. C'est une grosse dinguerie. Ouais. Lui, là, non mais vraiment. Attends, on a ça aussi. Vous avez entendu parler de la Hasbara, c'est le nom que donne Israël à sa stratégie de communication. Littéralement, le mot signifie explication en hébreu. Mais dans les faits, la Hasbara désigne une guerre de l'information menée sur les réseaux sociaux et dans les médias pour défendre coûte que coûte l'image d'Israël à l'étranger. Depuis le début de la guerre d'Israël à Gaza, une opération de désinformation massive a été lancée par le gouvernement israélien, avec pour objectif créer l'illusion d'un large soutien américain de la guerre contre Gaza. Selon le New York Times et Haaretz, 2 millions de dollars ont été investis dans cette campagne. Comment ? En créant... Bah, c'est connu, hein. Quand on a raison, il faut toujours investir 2 millions de dollars juste pour être sûr que les gens se rappellent qu'on a bien raison et qu'on ne s'est pas trompé dans notre combat. Des centaines de faux comptes sur X, Facebook et Instagram avec des dizaines de milliers d'abonnés. Ces comptes se faisaient passer pour des électeurs, des étudiants, des citoyens ordinaires, voire même des élus. Ils ciblaient principalement des parlementaires démocrates et notamment afro-américains. Ces faux profils publiaient des contenus soutenant la guerre d'Israël, des propos islamophobes, des messages anti-immigrants. Dans certains cas, ces comptes accusent même les musulmans du Canada ou des États-Unis de vouloir imposer la charia. Selon Meta et OpenAI, elle est liée à Stoic, une agence de marketing numérique basée à Tel Aviv. Et même si le ministre israélien des Affaires de la Diaspora nie toute implication, les enquêtes montrent que cette campagne est alignée avec les priorités de l'État israélien. Cette fois, la cible principale, ce ne sont pas les réseaux sociaux israéliens, mais des législateurs américains. Des élus démocrates, souvent afro-américains comme Hakeem Jeffries ou Raphaël Warnock, ont été visés. L'idée, faire croire à un large soutien de l'opinion américaine pour Israël et tenter de peser directement sur les votes, les discours et les financements.
n'est pas une première. En 2023, un média canadien avait déjà révélé qu'un sondage d'opinion avait été commandé par le consulat israélien à Toronto pour orienter les perceptions de la guerre à Gaza. Ce que révèlent ces enquêtes, c'est l'ampleur d'une stratégie bien connue sous un nom bien précis, la Hasbara. Alors, pour celles et ceux qui disent oui, non mais ça c'est du fantasme et tout, vous allez voir la présentation de la Diaspora Defense Force de Tapiro, vous allez comprendre, c'est exactement ce qu'ils disent. Hein. Le but, investir pour donner les éléments de langage et les outils afin de pouvoir empêcher les gens de défoncer l'État d'Israël et sa politique et redorer son image. Ils le disent, mais alors c'est noir sur blanc. Un mot hébreu qui signifie explication, mais que c'est critique. C'est marrant parce que tu vois, par exemple, les fachos, ils aiment trop parler de la takia par-ci, takia par-là, la charia, ils veulent imposer leur charia, la takia, dès que c'est pour les musulmans. Mais la hasbara, ça tu l'entends pas beaucoup, tu vois, alors qu'on pourrait le dire aussi, hein, clairement. Traduisent aujourd'hui par propagande d'État. Dans une époque où l'information circule à toute vitesse, ces campagnes montrent à quel point la guerre ne se joue plus seulement sur le... Exactement, la DDF, je parle du célèbre rappeur au titre Cessez-le-feu. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Terrain, mais aussi sur nos écrans et aussi dans nos fils d'actualité. Et alors, pour vous montrer que TRT Global il dit pas de la merde et que ça va même plus loin, alors déjà je vous ai dit un DDF tout simplement, et regardez ce que le Canard réfractaire a balancé comme info, c'est incroyable. Nos députés sont achetés par l'État israélien, et si tu crois que j'exagère en disant ça, eh bien tu vas voir. On a découvert un truc en regardant les voyages officiels des députés français. Depuis 2022, Elnet a financé 37 voyages de députés, l'Association Juive de France une dizaine et le CRIF 8. Ce qui fait 55 voyages financés directement par des associations qui relaient la propagande de l'État israélien. Il n'y a tout simplement aucun équivalent aujourd'hui en France d'un État étranger qui influence autant les députés français. Pour vous donner une idée... L'entrisme des frères musulmans, là. Alors ? Le Qatar... Faut se lever, hein. Et Taïwan, qui sont bien dans la propagande eux aussi, ils ont financé seulement 6 voyages de députés français. C'est tout. Eh, disons que l'entrisme, faut rattraper tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Dans les députés invités, on retrouve 29 macronistes, dont Benjamin Haddad, Aurore Berger, Annie Genevard ou encore Yannick Neuder. Ils ont été en voyage payé par ces lobbies avant de devenir ministres, respectivement de l'Europe, de l'égalité, de l'agriculture et de la santé. Est-ce que toi t'étais au courant de ces pratiques-là de l'État israélien? Oui, mais c'est bien de le rappeler, en plus c'est sourcé, on peut y aller les yeux fermés, hein. Non mais c'est une dinguerie, on marche sur la tête, je vous jure. Mais en gros, pour conclure sur cette partie-là, vous vous rendez compte que, en fait, même si de la part du Hamas, je dis bien même si il y avait de la création, et c'est fort probable, de contenus propagandistes, donc faux, qui ont pour but de ternir l'image d'Israël et d'obtenir les faveurs de la communauté internationale. Même s'il y en avait, et c'est fort probable qu'il y en ait. Comment on peut, en tant que soutien pro-israélien, se dire que les ONG sur place de tous les pays différents, que les agences de presse, que les médias, que l'ONU et que les différentes ambassades de plusieurs pays ont tous décidé de se mettre d'accord pour dire la même chose et mentir? C'est pas possible. Même si tu as, là par exemple, là, ce que Netanyahou nous a montré, 3 photos, maintenant c'est pas des gens qui ont de la famine, c'est des gens qui sont malades génétiquement, etc. Ok, le Hamas a détourné les photos pour en faire de la propagande, pour attirer les faveurs de la communauté internationale, c'est fort probable, il n'y a pas de souci. J'ai pas les preuves, donc ok. Mais chacal, et toutes les ONG, et toutes les agences de presse, et tous les médias, à part Bild, qui a décidé D'ailleurs, c'est Bild le seul média que les pro-israéliens ressortent en France. Hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y a aucun autre média sérieux qui fait le travail et qui constate que « Ah non, il n'y a pas de famine à Gaza, tout va bien. » Il n'y a pas, en fait. Donc là, on a des gens pro-israéliens qui sont capables de nous dire qu'il y a un consensus, qu'il y aura un complot de toutes ces agences que je vous ai citées, de toutes ces organisations non gouvernementales, de tous ces médias. Donc ça fait quand même un paquet
qui sont pas dans le même pays, qui n'ont pas les mêmes intérêts à défendre, etc., et qui ont tous décidé de se mettre d'accord sur un groupe WhatsApp pour dire « Eh, venez, on défonce Israël, et on va mentir tous ensemble. » Je suis désolé, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de nous dire, les défenseurs de la propagande israélienne. Ils sont en train de nous dire qu'il y a un consensus pour faire tomber Israël. Et que ce consensus, il est motivé par quoi? L'antisémitisme. Parce qu'on n'aime pas Israël, parce que Israël, c'est l'État juif. Et ils sont persuadés de ça, plutôt que de se remettre en question. Il y a 150 personnes autour de toi qui te disent tes lacets sont défaits. Toi, tu dis non, ils ne sont pas défaits. Vous êtes tous ensemble là pour me faire croire que mes lacets sont défaits, mais ils ne sont pas défaits, je le sais très bien. Et au final, de réagir comme ça, c'est de réagir en miroir aux gens qui croient qu'il y a un lobby juif qui contrôle les médias, machin, etc. Bah là, vous êtes dans le même fantasme miroir de dire il y a un lobby pro-palestinien, entrisme, frériste, djihadiste qui est dans tous les États et qui contrôle tous les médias et toutes les ONG et toutes les agences de presse pour nous nuire. Les gars, il y a un moment, il va falloir se réveiller. Hein. Va falloir se réveiller vraiment fort, fort, fort. Parce que nous, dans CKR, si vous écoutez tous les épisodes, vous voyez qu'à chaque fois, on vous montre par A plus B que, ben non, en fait, croyez-moi que c'est très dur de prendre des positions qui critiquent l'État d'Israël dans ce pays qu'est la France. C'est pas un mensonge, c'est pas du fantasme. Donc, remettez-vous en question, quoi. Genre, au moins une fois, quoi. Histoire de pouvoir dormir sur vos deux oreilles et surtout de pouvoir vous regarder dans une glace. Ça vous ferait du bien, ce serait bien pour vous, vraiment. On va finir, avant le petit miel pour la fin, qui est un extrait qui date de quelques mois mais qui me fait plaisir. On va faire le no comment. Le no comment, je vous le rappelle, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous devez simplement répondre avec des emojis, voilà. Alors c'est parti. Tac 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 tac. Attendez, je programme tout ça. Les emojis. Hop 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 hop. Putain. Voilà. Ah bah Nafta, t'es là. Nafta qui est arrivé direct. Ah, t'es arrivé direct, bien joué. Alors, on commence par le no comment. Le no comment, la première news, j'ai perdu mon conducteur, il est là. Le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin a également racheté le compte Gossip Room qui a 2,4 millions d'abonnés sur Instagram et sur Facebook. Et ouais. Israël a tué 421 footballeurs palestiniens en 22 mois sans aucune sanction de la FIFA. Il y a d'ailleurs eu un post d'un énième footballeur tué footballeur palestinien tué par Tsahal, et le post était de l'UEFA qui disait nous avons perdu un joueur de foot, j'ai plus son nom, je vais vous le trouver, lors d'une... Enfin, non, juste ils disent joueur de foot tué, voilà. Et alors attends, je vais vous dire. Le post était Souleymane Al-Obeid, le Pelé palestinien, un talent qui donnait de l'espoir aux enfants, même dans les temps les plus sombres. Ils ont juste mis ça, et c'est le compte de l'UEFA, et Mohamed Salah, le footballeur de Liverpool d'origine égyptienne, a dit « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et par qui, et pourquoi ?» En France, les femmes portant le foulard sont les premières victimes de discrimination islamophobe, selon Mediapart. Allez, c'est bon. On peut retrouver la parole et on va finir cet épisode avec un peu de miel. Cet extrait qui date déjà un petit peu de quelques mois de notre gars sûr, notre gars Lager Fenwick, face au porte-parole, face à l'ambassadeur d'Israël en France. Et écoutez ce qu'il dit, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche et c'est parfait pour conclure cet épisode. On écoute tout de suite notre gars Lager.
Ce n'est pas à nous de choisir, ni pour les Iraniens, ni pour les Palestiniens, ni pour les Libanais et ni pour les Syriens, qui les dirigera. Parce que si nous choisissions, si nous venions avec un plan disant, voilà, après la guerre à Gaza, nous allons mettre en place un gouvernement qui sera avec telle personne et de telle façon, même la présentation de l'idée serait rejetée immédiatement par les Palestiniens parce que ce serait une idée israélienne. Une idée israélienne et donc quelque chose qu'on essaie d'imposer. Et c'est total. Si j'étais palestinien, je réagirais exactement de la même manière. Donc, ce que nous avons fait. Donc, vous n'avez pas à apporter de solution politique. Non, c'est pas à nous d'apporter la solution politique. Ce que nous avons fait, nous, c'est dire quelles étaient les conditions qui, pour nous, permettraient une autogérance palestinienne. Et celles sont très simples. C'est pas le Hamas. C'est pas l'autorité palestinienne quand elle n'est pas réformée, parce qu'elle doit être réformée, et ce n'est pas Israël. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Que ça fait beaucoup de conditions que vous dites en même temps que c'est pas vous qui allez décider de l'avenir des Palestiniens. Je pense qu'il y a une vision politique, je suis désolé de me répéter, la vision politique pour Gaza, elle me paraît très très claire, et d'ailleurs le Premier ministre qu'on voyait dans le billet de Pierre Michel brandit une carte où Israël est du Jourdain à la Méditerranée sans que personne ne le fasse remarquer. Je pense que si le camp d'en face brandissait une carte avec écrit Palestine, Jourdain à la Méditerranée, il y aurait beaucoup de cris d'orfraie. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que on tourne autour du pot avec la bande de Gaza. Le choix qui est imposé aux Gazaouis, il est très très clair aujourd'hui, après 20 mois. C'est la mort ou la valise. L'extermination ou la disparition. Donc, soit vous partez, et c'est dit urbi et orbi par tous les responsables palestiniens, y compris Benjamin Netanyahu israélien qui dit je suis en train de mettre en œuvre le plan de Donald Trump qui promet une Riviera et qui dit il faut juste que les Palestiniens y sortent. On ne va pas reciter les avis dicteurs qui disaient on déroule la Nakba version 2023. Amichai Stein, le ministre je crois du patrimoine qui disait oui l'option nucléaire est une possibilité pour Gaza, etc., etc. Donc au bout d'un moment il faut nommer les choses et il faut mettre aussi pour leur bien, je le dis, les Israéliens face à cette réalité et les conséquences que cela a pour leur sécurité et la perception que le monde a de leur État. Parce que effectivement, vous n'avez pas choisi cette guerre. Mais le fait de ne pas avoir choisi cette guerre ne vous donne pas tous les droits dans la manière que vous avez de répondre à cette guerre. Vous vous êtes retrouvé en situation de légitime défense. Mais la légitime défense, monsieur l'ambassadeur, ça ne légitime pas tous les moyens de se... Ouais. Franchement, il a tout dit. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et écouté sur cet épisode. C'est un plaisir, un honneur et un privilège de pouvoir servir à vos côtés. N'oubliez pas, il y a tout un tas de réseaux sur lesquels on peut se retrouver. Déjà, à commencer par le Discord. On a aussi évidemment la possibilité de chatter via... si vous avez des messages à envoyer aussi, c'est via mail, des demandes particulières un peu longues, CKR. Le mail, c'est contact@razi.fr. Il y a le Telegram de CKR pour retrouver tout le contenu qu'on partage ici. Le Snapchat pour retrouver même aussi mes petites analyses à chaud. Et The Kevin Razi. Et en tout cas, merci pour la force. Le Tipeee, continuez de soutenir, ça fait plaisir. Ça va nous permettre de faire de grandes choses. Et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao la famille. Ciao.